À présent, la virgule littéraire avec Hervé Akam. Bonsoir et bienvenue. Alors, bonsoir Jean-Jacques, bonsoir aux techniciens, bonsoir à toute la famille Royal FM. Bonsoir aussi tous ceux qui nous écoutent lorsqu'on est là. Alors, c'est un très chaleureux vendredi, un bon début de week-end aussi. C'est un plaisir en tout cas de vous avoir et nous jetons un coup d'œil sur ce livre, Opération Bagration, la revanche de Staline. Il faut dire que c'est un livre du journaliste et historien Jean Lopez. Ce livre ici, son 5e ouvrage sur le conflit germano-soviétique après Koch, Stalingrad, Berlin, Tcherkassy. Il est aussi l'auteur avec plusieurs autres titres. Alors, c'est à dessein que vous l'avez choisi au regard de l'actualité en Ukraine avec notamment la Russie. Tout à fait, parce que c'est l'un des meilleurs spécialistes un peu de la Deuxième Guerre mondiale. Je crois qu'on a eu l'occasion aussi de parler de Kharkov, parce que c'est lui qui a écrit effectivement ces livres-là sur la pensée militaire un peu soviétique de l'époque. Donc, vraiment, s'il y a des gens, effectivement, qui veulent entendre parler un peu de la Deuxième Guerre mondiale, il faut mieux lire Jean Lopez. C'est le meilleur que moi j'ai lu. Il y a plusieurs publications, notamment sur chaque bataille. Chaque bataille, bien entendu, Stalingrad, Kharkov, Kursk même. Il a fait des très beaux livres. De toute façon, on aura l'occasion de les présenter les moments venus, parce que c'était tellement costaud qu'il fallait d'abord choisir celui-ci, parce que Bagration, c'est le 80e anniversaire un peu aujourd'hui, parce que ça commençait normalement, ça commençait en janvier 44. Ouais. Et nous sommes en 2024 aujourd'hui, ça fait 80 ans. Et vous savez, aujourd'hui, en même temps aussi, les Alliés, enfin ce qu'on appelle les Alliés, c'était les Américains, fêtent le 80e anniversaire un peu d'Overlord, c'est-à-dire ce qui s'est passé en Normandie, le débarquement en Normandie. Or, le problème avec les Américains, et les Américains prétendent que c'est eux qui ont sauvé effectivement la France, parce qu'ils sont arrivés en Normandie, ils ont libéré la Normandie. Or, la véritable bataille décisive, en réalité, dont on parle très peu, et qui est végétée un peu dans l'ombre, c'est vraiment la bataille de Bagration. Et tous les historiens sont d'accord là-dessus. Oui. On n'a pas besoin, effectivement, d'en dire un peu plus, parce que c'était la bataille décisive. Puisque Bagration, c'est quoi? C'est que à un certain moment, parce que les premières opérations à Bagration, de l'opération, effectivement, ça commence par un échec terrible, hein, l'armée soviétique, avec tous ces généraux qu'on connaît, là, les Zhukov, Vasilevski, Chemenko, oui. Malinovski, etc. C'est vraiment un échec. C'est-à-dire, dès janvier, mars, c'est un échec. C'est-à-dire, les soviétiques n'arrivent pas à marquer leur art opératif. C'est-à-dire, c'est l'art de la guerre un peu de la Russie. Ils n'arrivent pas à déloger un peu les Allemands qui se trouvaient effectivement dans cette zone. Et cette zone est située beaucoup plus en Biélorussie. Et quand on parle un peu des pays baltes, les pays baltes, c'est pas très loin, un peu la Biélorussie, vous avez la Pologne, après, on se retrouve en Allemagne. Oui. Donc, c'était ce que les Allemands appelaient un peu les places fortes. Parce que les Allemands, ils avaient une tactique un peu bizarre, curieuse, et qui est née un peu de la Première Guerre mondiale avec ce qu'on connaît tous, le plan Schlieffen. Le plan Schlieffen, c'était quoi? C'est-à-dire aller très vite, en profondeur, c'est-à-dire c'est des batailles à front renversé. C'est-à-dire qu'il y a une armée qui va à droite, une armée qui va à gauche, et maintenant ils foncent là sur une profondeur de près de 200 mètres. Oui. Et maintenant ils reviennent avec des unités mobiles. Et des unités mobiles avec des chars, ce qu'ils avaient à l'époque, c'est-à-dire les Panzers, avec la Luftwaffe, c'est-à-dire les avions. C'est eux maintenant qui viennent finir le travail après cette percée. Mais il faut que cette percée se fasse très très vite. Parce que si elle ne se passe pas très vite, effectivement, les autres peuvent faire ce que les militaires appellent les manœuvres, c'est-à-dire sortir un peu de ce. Il y a un historien allemand, Hans Krieg, qui a appelé la Blitzkrieg, c'est-à-dire une guerre rapide, une opportunité. Surprendre l'ennemi. Surprendre l'ennemi. Aller très vite. Aller très vite. Parce que le temps comptait un peu beaucoup dans tout ce que les Allemands ont élaboré un peu comme tactique militaire et comme stratégie, effectivement, pour vaincre un peu l'ennemi. Et donc, le temps compte beaucoup et la rapidité du temps. Mais malheureusement, cette rapidité du temps s'était heurtée au problème
effectivement, quand ils sont allés en Pologne, ça a duré pratiquement plus de 3, 4 mois. Ça a duré longtemps parce que les Allemands ne s'attendaient pas à une résistance. D'autant plus qu'à partir de 1943, vous avez la résistance, les révoltes à Varsovie. Vous avez aussi en 1943 le coup d'État qu'on a failli faire, que Hutel a subi hein, en 1943. Il a failli... Et là, maintenant, l'opération Bagration profite un peu de ces hésitations-là hein, avec des Allemands, effectivement, qui ont des problèmes intérieurs. Avec Hitler qui a des problèmes à cause des coups d'État, parce qu'il a failli être pris dans un coup d'État, et puis avec cette révolte de Varsovie. Alors, 80 ans plus tard, on peut se dire qu'il nous reste comme héritage d'abord cette histoire, avec notamment cette opération Bagration et les stratégies utilisées par l'Allemagne. Mais que peut-on encore retenir de cette période-là? Alors, il faut retenir que, vous savez, quand on regarde un peu la manière, ce qu'on a appelé un peu l'art opératif russe, parce qu'au début, c'était des échecs, parce que la Russie, au départ, comme ils avaient des doutes un peu sur la capacité de l'Angleterre à les épauler hein, quand il fallait faire cette guerre-là, parce qu'ils n'avaient pas confiance en Churchill. Et Churchill, c'était la même chose. Parce que le problème aussi avec les Anglais, c'est qu'en même temps, ils négociaient avec les Allemands pour que, même dans les Balkans, on les voyait très actifs dans les Balkans. Et Hitler, il avait des craintes. Mais quand ils arrivent, par exemple, à Téhéran, on discute un peu de la possibilité, effectivement, de lancer un mouvement ensemble, un mouvement d'ensemble. Et dans cet art opératif russe, c'est-à-dire l'art de faire la guerre chez les Russes, c'était quoi? C'est que quand à partir du moment où vous avez un point vital, c'est-à-dire un point de gravité, vous attaquez, et ce point de gravité va faire en sorte que les autres points peuvent effectivement s'effilocher. Parce que quand vous attaquez une place forte avec l'art opératif russe, ça veut dire que les autres points qui sont faibles, petit à petit vont céder. Ah, c'est ce que les Russes font. C'est-à-dire ils introduisent un peu un nouvel art de faire la guerre. Alors, souvent, on parle de Suchu, on parle de Clausewitz, etc. Mais en réalité, le grand art russe de la guerre, c'est l'art opératif, avec effectivement des milliers de tanks. Quand on parle un peu de course, bataille de course, la bataille de course, c'est la plus grande bataille de chars au monde qu'on ait vue et qui a été remportée, bien entendu, par les Russes. C'est pourquoi vous avez un certain général qu'on a appelé Kutuzov, qui a été l'un des meilleurs, le maître dans l'art, effectivement, de diriger les tanks. Et il est dans cette bataille de Bagration. Et cette bataille est vraiment décisive pour la Russie. Parce que c'était un moment où les Russes aussi commençaient, au point de vue de l'épuisement, commençaient à s'épuiser. Parce qu'il y a eu Stalingrad où il y a eu des milliers de morts, plus de 540, je dirais même 1 million de morts. Vous avez eu Kursk, etc. Et les autres corps d'armée qui étaient disséminés un peu dans toute la Russie. Ils commençaient à s'épuiser. Et l'épuisement venait aussi du fait que, vous savez, quand on regarde un peu au niveau des batailles inter-armes, c'est-à-dire tout ce qu'on avait disposé comme armes, comme émetteurs, les Russes ne les avaient pas jusqu'en 42, 43. C'est à partir du moment où les Américains commencent à leur donner un coup de main ils disposent un peu de tous ces appareils. Donc ça fait qu'à partir de ce moment-là, vous avez tout ce qu'aujourd'hui on voit, les Yak, tous ces avions-là, sont mis à la disposition de la Russie, ou réparés, et c'est ça qui, à mon avis, crée effectivement la supériorité sur le terrain et les hommes, parce que ces hommes-là, effectivement, commençaient à manquer. Et quand on regarde un peu la figure même, c'est-à-dire quand ces gens-là partent, parce que vous avez 4 fronts à Bagration. Le premier front qui était dans la Baltique, le deuxième front qui partait pratiquement des petites villes, Bobruisk, Molodechno et Plevel, etc. Vous savez, il y a une très grande expression souvent, quand on parle un peu depuis Napoléon, la guerre, on dit souvent la Bérésina. La Bérésina, c'est un petit fleuve, effectivement, où les Allemands ont complètement péri. Napoléon aussi a pratiquement péri, hein, toute son armée a fini dans la Bérésina. C'est pourquoi quand les Russes parlent de Bérésina, effectivement, c'est tous ces morts d'hommes effectivement, qui ont péri sur ce petit fleuve, ce petit cours d'eau qui a été mortel pour les Allemands. Hein, parce que c'était un moment, quand on parle un peu du général Bush, qui on entendait qu'il était très, très proche de Hitler.
Et malheureusement, il mettait ses compétences au service un peu de l'idéologie. C'est pourquoi souvent il faut faire attention aux idéologies. Quand vous avez des gens qui sont des idéologues, Oui. leur compétence est mise en doute. Et là, Hitler a commencé à les renvoyer petit à petit. Et c'est qui, à mon avis, annonçait aussi la fin de ce régime. Parce que Hitler se sentait pratiquement battu sur ce point, alors que lui-même était en train de récupérer des réserves du côté de la Normandie pour les remettre un peu sur ce front de bataille, sur ce front-là qui était où il y avait 4 fronts. Et donc ça devenait un peu difficile pour Hitler, évidemment, de battre ce que les Russes ont sur le terrain des Russes, qui était sur les tanks, sur l'artillerie, sur les batteries, sur l'aviation aussi, sur tous les points, même du point de vue humain, malgré le fait qu'il y avait des Hongrois qui étaient de leur côté, les Romains, etc. Donc, c'est une bataille décisive qui a commencé à sonner le glas, effectivement, de la puissance militaire allemande. Oui, il faut dire que le livre de Jean Lopez nous permet également de parler de l'implication de l'Afrique. Et vous avez fait remarquer tout à l'heure que chaque fois que les pays africains se sont retrouvés impliqués dans des batailles, plus tard, ils se retrouvaient comme étant des victimes. Ah oui, et ça, je crois, il faut noter, vous savez, nous qui avons étudié l'histoire, surtout la pensée militaire. Alors, il faut constater que, pour moi, moi c'est l'observation que j'ai faite. C'est ce dont vous parlez, la date pratiquement depuis 1919. Ouais, parce qu'on constate qu'à partir du moment où on a battu les Allemands en 1919, où il y a effectivement le traité de Versailles, etc. Alors, qu'est-ce qui se passe en réalité? Les Allemands sont battus, là, tout le monde est d'accord là-dessus. Les Alliés, qu'est-ce qu'ils font? Ils demandent aux Noirs et aux Arabes aussi d'aller effectivement occuper militairement l'Allemagne, notamment dans la rue, en disant que c'est effectivement comme l'Allemagne a causé des dégâts en France, les Allemands doivent payer. Donc c'est les Africains qui doivent surveiller comment ça, les Allemands, etc. Qui se sont sentis humiliés en réalité. Et malheureusement, au lieu que ces gens-là, ces généraux à l'époque, les généraux français, ou les gens de la Troisième République soutiennent ces Africains-là qu'on accusait tous les jours de viol, de vol, tous les crimes passés contre les Africains. Maintenant, ils ne sont pas soutenus. Et ça fait en sorte qu'on a appelé un peu, les Allemands ont appelé ça la honte noire. C'est-à-dire, le mot c'est Schwarzskande. C'est-à-dire, ils avaient même honte qu'un blanc puisse imaginer un jour qu'un noir allait surveiller sa maison, le lieu où il passe, etc. C'était un scandale. Mais malheureusement, ça a été soutenu ce mouvement a été par germanisme, a été soutenu par les Allemands. Et c'est ça qui montre que, en réalité, chaque fois qu'on a gagné des guerres avec les Alliés, l'Occident, ça se retourne toujours contre nous, toujours. On l'a vu en 1945, quand on remporte la guerre contre Hitler, qu'est-ce qui se passe? Dès 1945, 1946, les batailles pour la décolonisation commencent. Parce que les vainqueurs se disent que, comme nous avons traité, la manière dont nous avons traité les Russes, parce qu'ils traitent les serfs, les Slaves comme des serfs, comme des sous-hommes. Et c'est de la même manière qu'ils nous ont traités, c'est-à-dire comme des sous-hommes. Donc c'était des hommes et maintenant qu'il fallait aussi reconquérir. On montrait qu'effectivement, la suprématie, la cuirasse blanche allait reprendre un peu ses droits sur nos terres. Raison pour laquelle vous avez eu ce début de mouvement de décolonisation qui a commencé dans les années 45 et qui se termine souvent dans les années 60, 70, etc. Et pratiquement, donc, quand on regarde l'histoire dans la longue durée, c'est-à-dire sur 100 ans, on assure que c'est toujours les mêmes problèmes que les Noirs, les Africains, c'est ce qu'on considère aujourd'hui comme des sous-hommes, que ces problèmes, effectivement, sont des problèmes liés, consubstantiels à notre vivre ensemble avec les Blancs, c'est-à-dire chaque fois qu'on est avec eux, fatalement, ces gens-là retournent un peu leur victoire contre nous, et nous, on fait les frais, effectivement, d'avoir participé à ces guerres. Et notamment, on voit aussi
dans l'histoire des anciens combattants, hein, pareil. Il a fallu plus de 30 ans après la guerre pour qu'on commence à reconnaître que les Africains avaient droit des pensions, etc. C'était un drame. C'est-à-dire que finalement, peut-être c'est ce qui justifie aujourd'hui le caractère neutre de la position des Africains en ce qui concerne notamment cette guerre en Ukraine. Ben, ça prouve que les Africains ont tiré vraiment des leçons. Et ça, c'est ce qui frappe un peu les gens. La plupart des experts qui expliquent un peu le désamour vis-à-vis de la France, vis-à-vis des Occidentaux, ne l'expliquent pas comme ça. Ils l'expliquent toujours en disant les Africains n'aiment pas la démocratie. Alors qu'en réalité, non, les Africains aiment la démocratie, mais en réalité, ils n'aiment plus le type de relations qu'ils ont eu depuis 1920, à la suite des puissances barbares. C'est ça, ce sont ces relations-là qui ne veulent plus avoir. Donc les Africains ont tiré les leçons, effectivement, de toute cette histoire complètement émaillée de crimes, de retournements, d'effacement même de leur participation à l'effort de guerre européen. Parce qu'on n'a jamais reconnu. Hein. Quand je parle un peu qui sait un peu ce qui s'est passé en 1919, quand les Africains sont allés occuper sur les autres. Des Français sont allés occuper l'Allemagne. Personne. C'est dans les archives que moi j'ai retrouvé dans cette affaire. Moi, ça m'a surpris parce que ce qu'on m'a enseigné à l'école, effectivement, il n'y avait pas cette partie-là. Donc, un point de l'histoire qui a été forcément occulté. Bien entendu. Lié volontairement. Volontairement. C'est-à-dire c'était un narratif, effectivement, qui était destiné aux Européens en disant, bon, c'est nous qui avons battu les Allemands, les Africains n'ont jamais participé. Ou s'ils ont participé, c'était peut-être quand on voyait des gens de Gaulle arriver en Afrique là, pour venir comment mobiliser la force que les Anglais appellent le manpower pour aller faire la guerre en Occident. Donc c'est tout. Et c'est bien dommage. Aujourd'hui, les Africains qui ont tiré des leçons comprennent que ça ne peut plus se passer comme ça se passait avant. Voilà. Beaucoup de données ont changé. Alors finalement, c'est un livre que vous allez conseiller à tous les Africains, aux historiens. Pour comprendre, historiens. Ouais, même à tout le monde. Pour comprendre un peu les relations conflictuelles avec l'Europe aujourd'hui. Il faut les comprendre comme ça. Alors, c'est un livre de Jean Lopez, Opération Bagration, La revanche de Staline, été 1944. Le livre est consultable. Alors, la semaine prochaine, puisque ce sera le premier vendredi du mois, on prendra le livre de Gloria Origui, La vérité est une question politique. Alors, le titre est suffisamment révélateur. De toute façon, on va encore avoir une polémique aujourd'hui, parce que les notions changent. Et c'est pourquoi je demande souvent à nos intellectuels de s'intéresser aux dynamiques des mots. Parce que quand on regarde un peu le problème de la Covid, là, on y a mis tous les experts pour nous expliquer qu'effectivement, on avait besoin de vaccins pour nous en sortir. Or, ces vaccins, aujourd'hui, se sont révélés complètement inopérants, ça n'a pas marché. Alors donc, maintenant, on se pose le problème de la vérité. Qu'est-ce que la vérité de nos jours? À travers des exemples, par exemple, du vaccin qui a été une fumisterie, et tout le monde le pense aujourd'hui. Aujourd'hui, on appelle à la destruction de ces vaccins qui soit ne servent pas à grand-chose, soit sont périmés, qui n'ont pas été utilisés. Voilà. Alors, Hervé Aka, merci d'être passé à la radio. On se dit à vendredi prochain. À vendredi prochain, merci.